ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien replay d'ici quelques jours. Donc, merci à tous de bien couper vos micros pour éviter les bruits. Et puis, on prévoira des séances de questions-réponses. Donc, le webinaire se déroule en 2 grandes parties. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la première partie et puis également en fin de webinaire. Voilà. Avant de commencer, pourquoi on a voulu vous présenter ce webinaire? C'est parce que, comme vous le savez tous, notre secteur est plus que jamais, il y a une grande concurrence et pour se démarquer, il ne suffit pas d'avoir des belles images et des belles offres. Il faut aussi comprendre à qui on s'adresse et comment identifier les besoins, les envies, les attentes de nos visiteurs. Comment leur proposer aussi des expériences qui résonnent vraiment pour eux. Et donc, pour répondre à ces questions, en 2024, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a mené une étude en collaboration justement avec Béatrice de Focus Marketing. Et nous avons identifié 6 profils de voyageurs types que nous appelons personas. Donc, au cours de ce webinaire, Béatrice et Yann vous dévoileront chacun de ces personas en détail. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations pour voyager? Qu'attendent-ils de leurs vacances? Quelles sont leurs valeurs? Quels sont leurs centres d'intérêt? Et puis, ils vous présenteront également les personas que chacune de nos marques de destination, donc la Bourgogne, Montagne du Jura et Vosges du Sud, souhaitent mettre en avant en 2025 afin d'adapter encore mieux notre communication à ces attentes de ces personas. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. On est ensemble pour 1 heure, 1 heure et quart. Et maintenant, je laisse la parole à Yann et Béatrice. C'est à vous. Oui, du coup, je vais partager le document. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Peut-être tu peux le mettre en Tu plein mets écran si c'est Oui, possible. je suis en train. Il y a déjà une question du coup chez moi. Voilà. Oui, Anne, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Anne? Non, c'était une erreur. Si vous posez la question, vous avez coupé votre micro, donc on ne vous entend pas. Non, je voulais juste dire que c'était bon, que j'avais le document. Ah d'accord, ok, merci. Voilà. Ok, donc tout le monde le voit en diaporama, ça bouge quand je fais ça? Oui. Ouais. Ok. Et pour information, bien sûr, ce document vous sera transmis à l'issue de la présentation, puisqu'il y a beaucoup d'éléments chiffrés ou écrits, donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre en note. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans le vif du sujet, c'est de vous présenter donc les 6 personas qui concernent la région Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. En fait, dans l'étude qu'on a pu faire, il y a 8 personas à l'échelle de la destination française, de la population française. Mais il y en a 2, j'y reviendrai, qu'on a écartés pour la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque, on va y revenir en détail, elles ne nous paraissent pas être des cibles intéressantes. Donc il en reste 6 qui sont représentés à droite, qu'on va vous présenter d'abord de façon rapide, avec un mapping synthétique, ensuite de façon détaillée. Et puis, comme ça a été rappelé par Florence, on reviendra sur la priorisation des personas pour chacune des marques de destination. Et enfin, sur les premières exploitations qu'on a pu faire dès 2024 et qui ont évidemment vocation à se poursuivre en 2025-2026 pour à la fois un axe de développement, de marketing, d'identification des offres produits, voire d'évolution de leur présentation, et puis un axe promotion, communication autour des marques de destination. Donc rapidement, et c'est vraiment important, on va voir que ces personas, elles se positionnent
différemment sur un axe cycle de vie, donc avec à gauche de l'axe les plus jeunes, et c'est important. On a retenu des personas composés de personnes plus jeunes parce que ça peut être aussi un enjeu pour les destinations de rajeunir leur clientèle, ou pour certaines d'entre elles. Ensuite, les familles, et ensuite les seniors, qui sont, on le sait, de plus en plus nombreux, qui sont une clientèle qui a du temps, qui voyage, qui fréquente la France aussi et ses régions, donc des clientèles aussi également stratégiques. Donc, jeunes familles seniors sur l'axe des abscisses. Et de l'autre côté, on va avoir un axe qui ressort de l'analyse et qui est assez intéressant. C'est que d'un côté, on va avoir des cibles qui sont plutôt dans le faire, avec une clé d'entrée activité, pratique. Alors, activité au sens très large, ça peut être des découvertes culturelles, ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités ludiques, mais il y a cette notion de faire des activités. On va le retrouver plus logiquement chez les jeunes et chez les familles. Et on va avoir en haut de l'axe des personas et des personnes qui vont être plutôt dans la découverte d'une destination, d'un territoire, d'un terroir, et un peu moins dans le faire, un peu plus dans l'être, et la découverte de ces destinations et de leurs attraits. Et c'est assez segmentant pour nos différentes personas. Donc, on va avoir un premier groupe, si on commence par les plus jeunes, que je vais vous présenter en détail, mais ensuite, qui est les sports et convivialité, donc qui est composé plus fortement de jeunes, avec une moyenne d'âge plus basse, qui représente environ 13% des Français. Là, on a travaillé sur les Français dans cette étude, mais au regard des différentes études qu'on peut conduire, on sait que ces segmentations de clientèle, et je vais revenir tout de suite après un petit peu sur la mécanique de segmentation, sont en fait transeuropéennes. Donc c'est transposable aux européens de proximité. C'est assez différent par contre en général quand on regarde les marchés plus lointains, où là la logique culturelle prend de l'importance. Mais finalement on a une forte homogénéité européenne. Et donc, c'est sport et convivialité. Ils représentent 30% des Français, ou plus ou moins européens, et 12% des séjours. Alors ça, c'est un chiffre important. Là, il y a peu d'écart, mais on a aussi voulu ramener le poids des différents groupes à un poids en nombre de séjours. Donc, séjours, c'est week-end, court séjour, vacances dans l'année, parce que certains groupes sont des très forts consommateurs de week-end et de vacances, partent souvent. On n'est évidemment pas tous égaux devant le départ en vacances et la fréquence de départ en vacances. Et donc, certains groupes, même s'ils sont petits en nombre de personnes, représentent un volume de séjour important. Pour revenir sur les logiques de segmentation, je vais essayer de faire simple. On pose un certain nombre de questions, et dans cette étude, c'est des questions qui portent à la fois sur des pratiques de loisirs, les pratiques de tourisme, week-end, vacances, etc. Et on utilise des modèles statistiques qui vont avoir pour intérêt de composer des groupes. On n'a pas d'a priori. On ne s'est pas dit, tiens, on va par défaut prendre jeunes, familles, seniors, ce qu'on prend souvent, ou catégories socio-professionnelles, ou ce genre de choses. On n'a pas d'a priori, on met toutes les questions, toutes les réponses des individus dans la machine, et elle nous sort des groupes qui sont homogènes à l'intérieur d'un groupe et le plus hétérogènes entre eux. Et donc, c'est vraiment l'analyse ensuite qui permet de comprendre les spécificités de chaque groupe. Donc ensuite, on a un deuxième groupe, bien sûr, on va y revenir dans le détail, qui sont, qu'on a appelé les touches à tout tendance. Donc des points un peu comparables au premier, ils représentent plus les familles, même s'il y a des jeunes en couple également. Donc ils sont entre jeunes et familles. Et quand c'est des familles, c'est plutôt des familles avec enfants plus petits, on va dire en âge primaire, et donc qui représentent 10% des Français, 9% de leur séjour. Ensuite, on a un groupe qu'on a appelé Moments simples et authenticité. Et donc, ils sont assez nombreux, c'est 16% des Français, 13% des séjours. Il y a un poids des familles qui est plus important, et avec des enfants qui peuvent être des enfants effectivement préadolescents et adolescents. Et quand je dis famille, c'est famille au sens large. C'est bien sûr des familles qui partent parents et enfants, mais ça peut être aussi des tribus intergénérationnelles avec des grands-parents et des petits-enfants, par exemple.
Ensuite, on va avoir un groupe, les explorateurs slow, qui représente 8% des Français. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi en séjour. C'est que vous voyez que ce groupe, il est très stratégique parce que c'est 8% des Français, mais c'est 30% des séjours. Quand on prend week-end, court séjour, vacances. Ça veut dire qu'effectivement, leur moyenne de nombre de départs dans l'année est très élevée. Ils partent en moyenne 13 à 14 fois dans l'année. Donc quasiment une fois par mois, soit pour un week-end, soit pour un petit séjour, soit pour un séjour plus long. Et du coup, bien évidemment, ils sont stratégiques. C'est une niche en termes de nombre de personnes, mais c'est un fort potentiel de séjour qui va être bien sûr intéressant de capter. Et puis deux groupes. Et alors, ce qui est intéressant dans ce groupe des explorateurs slow, on les a mis au milieu parce qu'on ne peut pas les mettre à la fois à gauche et à la fois à droite. Mais il va y avoir des jeunes en couple. C'est plutôt un groupe qui voyage en couple. Il y a beaucoup moins de présence de famille dans ce groupe. Et les familles, le fait d'avoir des enfants est assez structurant dans la consommation touristique et de loisirs. Mais il va y avoir à la fois des jeunes en couple de trentenaires, par exemple, et des seniors, plutôt jeunes seniors, encore en activité. Autour de 50 ans, entre 50 et 60 ans, et qui finalement se comportent pareil, soit qu'ils n'aient pas encore eu d'enfants ou que les enfants soient déjà partis. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est que c'est un groupe très transverse en termes d'âge. Ensuite, on a des groupes plus seniors. Un premier qu'on a appelé les passionnés esthètes, donc qui représente 12% des Français, 13% des séjours. Et un deuxième qui vont s'appeler les terroirs épicuriens, qui sont importants en poids. C'est le plus gros groupe en poids dans la population française, 19% des Français et 16% des séjours. Et donc, c'est un groupe sur lequel on va revenir, mais qu'a priori, certaines de vos destinations connaissent déjà bien. Avec cet effet d'âge, ce qui rend intéressant le fait de s'intéresser aux plus jeunes aussi. Donc on a exclu, comme je vous le disais, deux groupes. C'est pour ça que la somme des pourcentages de ces groupes, ça fait 88% des Français. On a exclu 22% des Français et 7% des séjours. Donc on a exclu deux groupes. Un groupe qu'on a appelé les routiniers mer addicts. Donc ça vous explique pourquoi on les a exclus. C'est que c'est des gens qui partent régulièrement, un peu toujours au même endroit et en bord de mer. Donc là, sauf avis contraire, c'est logique de les exclure. Et un groupe qu'on a appelé les contraints, qui sont des personnes qui ne partent pas en vacances ou très rarement, qui sont bien sûr une clientèle importante à prendre en compte dans les stratégies touristiques, avec en particulier les acteurs du tourisme social, mais qui, quand ils s'expriment, ont moins d'attentes qu'on pourrait adresser avec des stratégies marketing, puisque finalement, ils sont contraints, ils vont être évidemment très intéressés si on leur propose des séjours à des prix très faibles ou si on les accompagne sur le départ en vacances, mais sans qu'il faille forcément adapter l'offre pour eux. Mais effectivement, c'est une ambition importante de réduire le poids de ces Français dans la population. D'où l'effet 22% des Français, 7% des séjours. Donc on voit bien que cet axe, il est important entre le faire et le être dans une destination, dans un territoire qu'on apprécie, dont on apprécie les attraits. Là, le poids de la destination qui peut se permettre d'être émettrice de ces attraits est très important. Là, il va falloir justement être dans la dimension expérientielle, raconter une histoire sur ce que vont vivre les personnes, puisque finalement, elles sont plus centrées sur elles et plus dans une logique de faire et de vivre des expériences. Donc, les plus jeunes ici. Donc, si on rentre dans le détail, vous allez avoir dans le document qu'on va vous envoyer pour chaque persona une fiche synthétique avec le maximum d'informations rassemblées. Et je vous le montre après, vous allez avoir derrière un petit texte qui est une clé de lecture plus littéraire pour rentrer dans cette fiche synthétique avec des phrases, parce que parfois c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fiche synthétique? Si on prend l'exemple des sports et convivialité, d'abord leur profil. On a vu, ils se positionnaient à gauche du mapping, donc ils surreprésentent les plus jeunes. Ce n'est pas toujours des logiques
purement mécanique, mais on peut dire que le poids des jeunes est beaucoup plus important dans les sports et convivialité qu'il est dans les autres groupes, mais on a le droit d'avoir quelques seniors sportifs et hyperactifs qui se retrouvent dans ce groupe. Donc, poids des jeunes très important, c'est des profils catégories socio-professionnelles intermédiaires et inférieurs, donc c'est des gens qui ont des revenus un peu plus contraints. Comme on l'a dit, ils représentent 13% des Français européens, 12% des séjours vacances. Et leur motivation, les registres auxquels ils vont être sensibles, à la fois dans leurs loisirs et dans leurs vacances. Et c'est des éléments importants à la fois pour se dire, bah, tiens, quelles sont les offres qui vont les séduire, mais aussi c'est des choses qu'il va falloir jouer, voire surjouer, si on veut les séduire dans la communication. Ces registres, c'est les sensations. Alors, ces sensations, ça peut être des sensations fortes, des sports un peu plus extrêmes, du VTT, de la glisse pour les destinations montagne, des sports, voilà, du parachute, du parapente, tout ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des sensations douces. Ce qui compte, c'est d'être dans la sensation. Et ça va être un groupe qui va être aussi sensible au bien-être, au spa, au massage, etc. Des émotions, bien sûr. Voilà, ce qu'ils veulent vivre, c'est vivre fort, ce qui est un des traits parfois de la jeunesse, ressentir, vivre des émotions. Aussi du fun et du festif, on y viendra sur l'offre. Des rencontres, ils sont assez ouverts, voilà, à la rencontre. Souvent, ils partent en groupe de jeunes, donc c'est les rencontres au sein du groupe et les rencontres avec les autres personnes. Et au regard de leur profil de revenus et de catégories socio-professionnelles, sensibilité aussi au petit prix, au prix, au bon rapport qualité-prix, avantageux, aux promos, aux offres, etc. En dessous, ce qu'on a mis et ce qui va varier selon chacun des groupes, c'est finalement les filières et les offres auxquelles ils vont être particulièrement sensibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas en mettre encore plus, mais c'est vraiment celles sur lesquelles ils ont une appétence forte. Donc, avec une double clé d'entrée, la filière, qu'on a un petit peu élargi par rapport aux filières traditionnelles que vous connaissez, qui vont être l'itinérance, le no-tourisme, la culture patrimoine, etc. Donc on a un peu élargi, on a rajouté le festif la nuit pour certains groupes, on a scindé l'itinérance et l'outdoor parce que effectivement il y a d'autres pratiques outdoor comme les sports d'hiver, comme certaines pratiques de sport qui ne se font pas forcément sur des itinéraires. Et puis voilà, on a rajouté le bien-être. Donc eux, ils vont être très sensibles à toutes ces thématiques, le outdoor, l'itinérance, le no-tourisme. Quand on a travaillé sur le no-tourisme, on se dit, voilà, c'est pas forcément leur première sensibilité, mais c'est quelque chose qui peut les intéresser parce que c'est un vecteur de convivialité. Donc, si on valorise les éléments de la convivialité, de no-tourisme, on peut les adresser. Le festif, la nuit, bien sûr, des événements, donc les événements, voilà, quels qu'ils soient, et le bien-être, comme on l'a dit, ces sensations, elles peuvent être aussi douces. Et donc, à chaque fois, vous avez des clés d'entrée qui peuvent être à l'intérieur d'une filière un peu différente d'un groupe à l'autre. Donc là, on a valorisé bien sûr la dimension sportive du outdoor, alors que certains dans le outdoor seront peut-être plus dans la contemplation ou dans la balade douce. La glisse, le ski, bien évidemment, les sensations fortes aussi, les sports d'eau vives, etc. Sur l'itinérance, ils vont être potentiellement intéressés par l'itinérance vélo, VTT, l'itinérance à pied, mais aussi toute cette dimension qu'on a appelée un peu into the wild, c'est-à-dire le camping dans la nature, partir effectivement un peu découvrir des terres sauvages et on peut penser à des offreurs type Chiloé qui ont très bien compris cette cible. Le no-tourisme dans sa dimension initiation, on n'est pas sur, on sait que le vin et la jeunesse, il y a du travail de rapprochement à faire, mais ils vont potentiellement être curieux de cette dimension, de cet axe no-tourisme si, bien sûr, on joue la carte de la convivialité. Donc, on peut penser au bar à vin, on peut penser aux fêtes vineuses. Le festif la nuit, bon, pas besoin de démonstration. Oui, c'est des clientèles qui vont être sensibles à ça, que ce soit les bars, les boîtes, la présence de DJ, pardon, les fêtes locales.
les événements de tout registre, bien sûr musique, sport, mais aussi tout ce qui peut avoir trait à la street culture, et puis le bien-être, que ce soit spa, massage, soins, zen, relaxation. Donc voilà le panel d'offres auxquelles ils vont être sensibles et qu'on peut valoriser pour cette cible. C'est une cible qui est potentiellement et 3 saisons environ hiver, on l'a vu avec la dimension glisse, ski, mais aussi printemps-été. Mais attention, voilà, chacun d'eux ne part pas forcément aux 3 saisons, puisque on est sur un nombre de départs en vacances dans la moyenne, c'est-à-dire entre 2 et 3 départs par an. Et puis, en termes de pratique de destination, alors forcément, là, on a regardé s'ils étaient déjà venus dans les destinations la Bourgogne, Montagne du Jura et Massif des Vosges. Forcément, les groupes plus âgés, comme sont déjà venus au moins une fois dans leur vie, vont avoir des taux de pratique des destinations parfois plus élevés. Donc là, on voit qu'à peu près dans des proportions égales, un peu moins d'un tiers d'entre eux sont déjà venus en Bourgogne, ou sont déjà venus dans les montagnes du Jura, ou sont déjà venus dans le massif des Vosges. Enfin, donc si on prend un axe plus marketing, on va regarder surtout ça, les offres auxquelles ils sont sensibles, peut-être les saisons aussi auxquelles ils ont envie de venir. Et si on regarde un axe plus communication, on va avoir bien sûr la valorisation des offres, mais aussi les registres sur lesquels il faut leur parler. Et donc, typiquement, là, si vous ne parlez que de la destination de façon un peu top-down ou de l'offre, ils ne vont pas s'y reconnaître. Alors que si vous parlez des sensations qu'ils vont vivre, du fun, du ludique, du rapport qualité-prix, voire des petits prix, ils vont pouvoir s'y reconnaître. Et là, on va retrouver les médias sur lesquels il faut communiquer. Donc, les sites internet, bien sûr, mais bien sûr les réseaux sociaux avec en particulier Facebook, Instagram et puis YouTube. Très forte sensibilité aux vidéos YouTube, mais aussi, pourquoi pas, les événements, donc les événements comme médias de communication et non plus comme offre, parce que s'il y a des événements sportifs, si les destinations ou les offres des socioprofessionnels accompagnent des événements sportifs, musicaux, par exemple, ou autres, forcément, ça sera un moyen de connaissance des marques. Donc ça, c'est pour les sports et convivialité. Et vous retrouvez ce que je vous ai dit de façon un peu plus écrite ici dans le petit texte qui suit. Donc si on passe au touche-à-tout tendance, touche-à-tout tendance, deux mots-clés. C'est une cible assez éclectique en termes de filières. Là, on a mis les filières qui vont être les plus importantes pour eux. Mais in fine, on peut presque leur vendre ou leur parler de tout, du moment qu'on est dans les codes de la tendance. Et les codes de la tendance, bien sûr, on va les décliner. Et qu'on s'inscrit dans les tendances sociétales du moment, et on va dire qu'on est dans le trend des réseaux sociaux, par exemple, ou qu'on offre des choses instagrammables. Donc là, on va retrouver des jeunes en couple, par exemple, plus en couple d'ailleurs, puisque un peu plus avancés dans le cycle de vie que les précédents, qui sont plus en bande ou en tribu. On va retrouver des familles, mais avec des familles, comme je le disais, avec enfants en bas âge, des CSP intermédiaires, mais aussi des CSP+, et beaucoup d'urbains qui vont être aussi exposés aux tendances du moment. Donc 10% des Français, 9% des séjours. Leur motivation, comme les précédents, comme tous les jeunes, ça va être quand même beaucoup l'émotion. Le petit prix aussi, puisqu'on a des profils relativement variés, mais aussi la tendance, c'est-à-dire des choses ludiques, la partie co-création, participative, atelier, etc. La dimension Instagrammable, donc ou réseau social, ou TikTok, mais on va dire que Instagram aujourd'hui est le réseau social fort et qui monte et qui représente une part importante, et en particulier pour cette clientèle-là. Et puis, ils vont être sensibles aux services ou à l'offre prête à consommer. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même penser des expériences touristiques dans leur globalité. C'est par exemple, on a pris cet exemple sur le no-tourisme, on n'est pas sur forcément la découverte d'une cave, on va plutôt être sur une expérience de dégustation dans la vigne avec
des éléments de plateau charcuterie fromage par exemple, ou leur faire découvrir un spot de paysages magnifiques dans les vignes avec par exemple un pique-nique improvisé. Donc voilà, il faut qu'on ait pensé l'offre dans sa globalité, y compris quand il y a des enfants pour les enfants, mais très grande ouverture thématique, c'est-à-dire on va pouvoir valoriser à la fois voilà, le patrimoine, avec quand même des clés d'entrée voilà, expérientielles fortes, donc le spectaculaire, l'immersion, l'interaction, évidemment des offres kids-friendly, donc adaptées aux enfants, ou des médiations adaptées aux enfants. La dimension culturelle aussi, donc on a séparé patrimoine et culture parce que pour avoir travaillé aussi sur cette filière, on a vu que ça allait être important de développer la dimension culture contemporaine, indépendamment de l'axe purement patrimonial qui peut être perçu dans certains cas comme faisant partie de l'histoire ou du passé. Donc, culture immersive, culture des éléments insolites, des éléments instagrammables. Toute la sphère de l'outdoor, effectivement, en famille, mais un outdoor facile. Là où on disait que le premier groupe, c'était une To the Wild, eux, ça va pas forcément être ça. Ça va plutôt être les pistes cyclables accessibles en famille, des choses toujours expérientielles, fun, mais pas forcément trop techniques ou trop sportives. Le no-tourisme, mais hybridé avec d'autres choses, puisque c'est ça aussi, être dans la tendance, c'est mixer les registres, jouer la carte du romantisme pour les couples, jouer la carte de la surprise toujours, puisque dans l'expérience touristique, la surprise est un ingrédient important. Ils vont être sensibles à la gastronomie. Vous aurez remarqué que la gastronomie, on ne l'a pas fait ressortir sur le premier groupe parce qu'on est sur une gastronomie, on va dire, fonctionnelle sur le premier groupe. Se nourrir pas trop cher, restauration jeune, fast-food, voilà, cuisine simple. Là, on va pouvoir aussi valoriser des lieux de gastronomie plus tendance. C'est une clientèle qui est sensible à toutes les offres vegan, veggie, au bio, au healthy, donc santé. Ils font attention à eux, ils ont envie de manger sain pour eux, pour leurs enfants. Et puis les événements aussi, avec des axes qui peuvent être la mode, le shopping, qui peuvent être les enfants, la famille. Tout ça n'est pas totalement exhaustif, sinon vous mettez trop d'infos. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionnait une cible, quels sont ses leviers, on peut pousser des offres un petit peu différentes aussi, si elles s'inscrivent dans cette attente d'expérience, prête à consommer, s'inscrivant dans la tendance. Toujours avec, sur les événements, bien sûr, valoriser tous les événements à destination des enfants petits, de la famille. Donc, en termes de saison, on va pouvoir aller les chercher sur l'été, bien sûr, puisque les vacances en famille, c'est l'été, mais aussi sur les petites vacances, pourquoi pas, du printemps, de l'automne, de la Toussaint. Et en termes de fréquentation, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont on est un peu plus faible sur la Bourgogne et montagnes du Jura. Ils citent assez fortement le massif des Vosges. Donc, ils ont eu une expérience plus fréquente du massif des Vosges. Mais clairement, c'est des cibles à aller chercher quand même, puisque on n'est pas sur une pénétration très importante des destinations. Donc, en termes de médias, ils sont très multimédia, avec les médias digitaux, bien sûr, Facebook pour une partie de la cible, Instagram, TikTok, bien sûr, qui pour cette cible est importante, YouTube. Ils sont sensibles aussi aux newsletters, qui peuvent leur donner des idées, des tips, aux podcasts, parce que aussi urbains sur ces médias-là, etc. Et puis aux événements. Pour les moments simples et authenticité, donc on l'a dit, des familles avec des enfants plus âgés, des CSP intermédiaires, mais aussi des CSP+, donc assez large en termes de profil. En termes de motivation, donc 16% des Français, 13% des séjours, les émotions qui sont toujours importantes, ressentir, vivre une expérience, la co-création qui va être importante aussi pour eux, participer pour pas que les enfants s'ennuient, soient passifs. Ils cherchent, ces 3 premiers groupes sont assez actifs, on l'a dit, ils sont dans le faire.
Le ludique, bien sûr, pour une cible enfant, il faut axer cette dimension ludique, interactive, par exemple, mais voilà, quelque chose qui soit amusant à faire. Les petits prix aussi, puisqu'on a une sensibilité prix. La médiation va être très importante pour eux. Et l'authenticité. On voit qu'on glisse sur des valeurs un petit peu différentes qu'on n'a pour l'instant pas trop citées. La transmission, l'authenticité. C'est le nom du groupe, Moment Simple et Authenticité. On est vraiment, en particulier quand ils voyagent en France, sur cette notion de transmettre la France, les terroirs, des activités, sa propre histoire familiale, ses bons souvenirs à ses enfants. Et donc, bien sûr, ces registres, on peut les décliner donc, sur plusieurs thématiques. Le patrimoine, qui va être un axe très important pour eux, parce que justement, c'est des lieux où on peut être dans la transmission, dans la médiation, qui raconte une histoire, qui raconte des lieux. Et ça va être important, justement, le rôle de tous les outils de médiation. Mais aussi une transmission qui peut être intergénérationnelle, comme je le disais, avec grands-parents, petits-enfants. Ils vont être sensibles, bien sûr, à tout ce qui est outdoor, faune et flore. Donc, la faune, hein, les animaux, bien sûr, c'est un levier important pour les enfants. Une clé d'entrée importante. Donc, on va le retrouver à la fois dans l'outdoor, mais aussi sur la valorisation des offres de type zoo. Les balades, les activités nature. La gastronomie, pour eux, elle se décline sur la logique terroir, simplicité, authenticité et accessibilité. Accessibilité à tous les niveaux, c'est à la fois l'accessibilité prix, mais c'est aussi l'accessibilité des plats, parce que quand on a des enfants, ben forcément, ils ne mangent pas forcément de tout, ils vont peut-être être dérangés, donc on n'est pas on cherche pas forcément à leur faire manger de la cuisine hyper sophistiquée, mais plutôt des choses simples qu'ils apprécient, dans lesquelles ils vont se retrouver. Et puis, bien sûr, l'axe zoo, parc d'attractions à pousser, puisqu'on est clairement là dans le ludique, voire dans le fun, dans le partage en famille et dans des moments de convivialité en famille. Donc, plutôt printemps-été en termes de saison, avec l'été, bien sûr, qui est la saison phare pour ce segment, cette persona. Et on est sur des choses assez équilibrées, autour de 30% sur la pratique des différentes destinations. Et des médias un peu plus traditionnels pour partie, pour les parents en particulier. Le poids de Facebook qui est encore important sur cette cible, même si Instagram est de plus en plus important, et TikTok pour le côté prescripteur des enfants. Je le rappelle, là on est sur des enfants un peu plus âgés, préadolescents, adolescents, donc qui peuvent aussi apporter dans la sphère familiale l'influence de TikTok. Les explorateurs slow, donc comme on l'a dit, un groupe stratégique, puisque même si c'est 8% des Français, c'est 30% des séjours, avec un taux de départ en vacances ou en week-end qui est très important. Donc c'est à la fois des jeunes et des seniors actifs, comme je vous l'ai dit en présentation, plutôt des CSP+, donc fort pouvoir d'achat aussi, ce qui rend aussi le groupe stratégique en termes de conquête, et des urbains. Et des urbains très grandes agglomérations, donc Paris, Lyon, Marseille, Lille, et donc assez pointus aussi dans leur consommation, quoi, en tous les cas exposés à une diversité d'offres et pratiquant aussi une diversité de destinations en France et à l'étranger. Avec un retour sur la France important qu'on a constaté avec le phénomène Covid, bien sûr, mais aussi, on y reviendra, cette clientèle, elle est sensible au durable et elle commence de plus en plus à se dire, redécouvrons des paysages, des destinations près de chez nous, plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète. Donc leur motivation, c'est toujours l'émotion, hein, c'est important de toute façon de se dire dans la communication, dans la valorisation des offres, toujours mettre en avant des émotions qui font que l'offre n'est pas froide, mais qu'elle est vivante, qu'on peut se l'approprier. La rencontre, et pour le coup avec les habitants, avec les acteurs du tourisme, donc ils vont être particulièrement sensibles effectivement à des propositions par exemple autour de l'œnotourisme ou de la gastronomie où on peut rencontrer des faiseurs des produits, des producteurs, des viticulteurs.
Le dépaysement, et c'est important de se dire, bah oui, c'est des clientèles qui ont pu voyager loin et qui aujourd'hui voyagent en France, mais il va falloir qu'elles soient quand même surprises, dépaysées d'une certaine façon en France, et il y a moyen de l'être, mais voilà, il faut leur offrir quand même un ailleurs en France, l'authenticité qui va être extrêmement importante pour eux. Le durable, donc c'est la cible, on y reviendra, qui est la plus sensible aux aspects de tourisme durable, mais au sens très large, hein, c'est-à-dire mobilité, mais aussi terroir, aussi authenticité des produits, circuit court en gastronomie, lien, rencontre avec les habitants, les producteurs, mais quand même quelque chose d'assez pointu. À la différence peut-être du groupe qui leur ressemble aussi, qui sont les terroirs épicuriens, mais qui vont être un peu plus mainstream, on va dire. Là, c'est quand même des gens qui connaissent les tendances, qui sont aussi en sensibilité sur la culture, l'art moderne. Donc, il y a des aspérités et des accroches qui doivent être un peu remarquables. C'est des gens qui voyagent aussi à l'étranger, qui ont beaucoup de benchmarks possibles pour eux. Donc, il faut quand même être assez exigeant, quoi, avoir des offres qui répondent à une certaine qualité, exigence, c'est des éléments importants pour eux. Donc, on va le retrouver sur le patrimoine. C'est bien sûr, ils sont sensibles au patrimoine, aux vieilles pierres, voilà, avec des clés d'entrée qui vont être les patrimoines remarquables, dont les UNESCO, par exemple, mais aussi les savoir-faire et les patrimoines immatériels. Puisque comme on l'a dit, voilà, on est sur une cible CSP+, pointue, donc c'est aussi une façon de raconter une destination que de leur parler des patrimoines immatériels. La culture, c'est une cible assez sensible à la culture, mais voilà, donc avec par exemple les thématiques de l'architecture, de la photo, de l'art moderne, du street art. Ils vont être sensibles à outdoor de façon moins sportive peut-être que le premier groupe sport et convivialité, mais quand même avec des pratiques de la randonnée, de la balade, l'envie de découvrir les paysages d'une destination. Cible très intéressante pour le développement de l'itinérance, que ce soit l'itinérance à pied, l'itinérance en train, l'itinérance en vélo. Le no-tourisme, c'est pas forcément leur clé d'entrée, va pas être le vin ou la dégustation ou voilà les grands vins, mais ça va être le no-tourisme comme un des moyens de comprendre et d'explorer vos territoires, en particulier s'il y a une rencontre avec des viticulteurs, une transmission d'un métier, de passion, et puis l'axe par exemple lecture de paysage est intéressant, parce que j'ai oublié de le préciser, toutes nos cibles sont quand même multiregistre, aucune cible n'est destinée qu'à une filière, mais cette cible-là, c'est la plus multiregistre, vous voyez, ça remplit toute la largeur de la page, et donc ce qui est intéressant dans la lecture de paysage, c'est qu'on parle à la fois de paysage, d'outdoor, de transmission, de métier, de patrimoine immatériel. Cible assez sensible à la gastronomie, on est sur des CSP+, ils ont un certain pouvoir d'achat, mais à la gastronomie, pas forcément la haute gastronomie, les étoilés, ou des choses où on va prendre du temps et se faire plaisir pendant voilà, un repas qui peut durer 2 heures, qui peut durer plus. Plutôt la bistronomie, donc des adresses un peu plus modernes dans leur décor, dans leur façon de cuisiner, avec des temps de repas plus courts. Forte sensibilité, bien sûr, aux circuits courts, aux produits de saison, aux faits maison. Et puis, les concepts, par exemple, de halles gourmandes où la découverte des marchés va les séduire. Et puis, les événements, avec en particulier des événements qui peuvent leur correspondre. C'est tout ce qui peut parler d'environnement, c'est une cible qui est sensible. Tout ce qui est autour de l'art du voyage, les carnets de voyage, la littérature de voyage, etc. Tout ce qui est autour de la street culture aussi, alors aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est un virage un peu différent de l'art. C'est de l'art qui sort dans la rue, qu'on peut découvrir en se baladant de façon plus informelle. C'est aussi voilà, une dimension assez moderne et jeune de la culture aujourd'hui. Ils voyagent aux 4 saisons, donc c'est vraiment la clientèle 4 saisons type, avec des courts séjours qui peuvent être n'importe quand dans l'année, donc ça c'est vraiment intéressant. Et parce qu'ils représentent aussi des personnes un peu plus âgées, ils ont une pratique des destinations qui est un peu plus élevée, en particulier la Bourgogne, Massif des Vosges,
un peu moins sur Montagne du Jura. Donc, ça va être intéressant aussi de travailler l'image de Montagne du Jura pour leur dire que la destination a des choses à leur offrir. Ce qu'on peut imaginer, c'est que aujourd'hui, l'image de la destination est une image assez nature, justement, plus Into the Wild comme le premier groupe, et qu'il va falloir leur montrer aussi les ingrédients culture, multiregistres, patrimoine, gastronomie de la destination. Et autre point intéressant, en termes de médias, alors, c'est les plus multimédias, et ils vont être à la fois sur les médias nés avec le digital, les réseaux sociaux, Instagram en particulier, qui est le réseau social des explorateurs slow, pourquoi pas YouTube, mais ils sont aussi sur les médias dits traditionnels, que ce soit la télé, avec des émissions type Échappée belle, qui cochent bien la case des explorateurs slow, par exemple, la radio, la presse magazine, les newsletters, etc. Mais avoir en tête que ces médias-là, maintenant, sont de toute façon disponibles via des supports digitaux et que ça peut être via des supports digitaux qu'ils les consultent, bien sûr. Ce n'est pas forcément du papier en kiosque, même si ça peut être aussi du papier en kiosque. Pourquoi ils sont sensibles aussi à ces supports-là? C'est que, comme on le disait, ils veulent rencontrer une destination, on va dire, et l'éditorialisation a du sens pour eux, des contenus qui s'installent, des contenus plus longs, qu'on leur raconte des histoires et qu'on leur parle de la destination. Ils sont moins centrés, égocentrés, on va dire, ou ethnocentrés sur leurs propres émotions, leurs propres ressentis. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne à voir des terres de découverte qui vont pouvoir arpenter et sillonner. Deux groupes plus seniors, les terroirs épicuriens. Donc certains d'entre vous doivent bien les connaître. Alors, cible intéressante aussi parce que 4 saisons, en particulier l'automne. On voit sortir les seniors à l'automne et dans un certain nombre de sites. Parfois, je les résume en disant que c'est des gens qui ont un guide rouge dans une poche et un guide vert dans l'autre, mais ça les résume assez bien, c'est-à-dire que vraie soif de découverte de la France, de ses terroirs, si les précédents peuvent être résumés un peu par l'émission Échappée belle, cela pourrait être résumé par Des racines et des ailes ou les émissions de Stéphane Bern, une entrée donc assez patrimoniale, historique, mais aussi la gourmandise, le fait de se faire du bien, de profiter de la vie. On est sur des retraités, des seniors actifs et retraités. Et il y a vraiment cette idée qu'ils ont pu mettre un petit peu d'argent de côté, les seniors ont encore un tout petit peu d'argent, et qu'ils vont en profiter, y compris pour faire des bonnes tables, prendre leur temps. Donc eux, c'est parmi ceux qui apprécient le plus aussi les étoilés, par exemple. Donc, ils sont seniors actifs ou seniors retraités, CSP intermédiaire et CSP+. Donc, point important, hein, le plus grand groupe, 19% des Français, 16% des séjours. Et donc, bien sûr, les sensations, donc plutôt des sensations douces pour eux, autour du bien-être, de la balade, du ressourcement, de la contemplation. L'authenticité qui va être importante pour eux, et en cela, il y a des passerelles avec les explorateurs slow. Et c'est pour ça que cette segmentation, elle crée des groupes, mais bien sûr, il ne faut pas les voir comme des silos complètement hermétiques. Une offre, un site patrimonial, une cave, un itinéraire de randonnée peut très bien séduire plusieurs cibles, mais c'est juste qu'on ne va pas leur présenter exactement de la même façon. Donc, importance de l'authenticité, d'offres un peu pointues aussi. En patrimoine, ils vont être sensibles, par exemple, au patrimoine remarquable, au site UNESCO, etc. Et très forte sensibilité à la médiation. Quand je dis qu'on les voit fleurir à certaines périodes, on voit aussi, c'est des gens qui achètent de la visite facilement, de la visite guidée, par exemple, parce qu'ils aiment cette interaction où on leur transmet des lieux, où on leur explique des lieux. Donc, clé d'entrée patrimoine importante autour de l'histoire, de la médiation, des savoir-faire. Cible très friande de nos tourismes.
dans on va dire, avec un vrai, dans la segmentation historique de la filière œnotourisme, il y avait la notion de wine curious et de wine lovers. Là, on est bien sur des wine lovers, donc des gens qui connaissent le vin, qui apprécient le vin et qui peuvent construire un séjour autour du vin. Avec des dégustations, la visite de cave, avec une approche aussi d'un intérêt pour les traditions autour du vin, et avec un intérêt bien sûr sur les accords mets-vins, puisque ça fait la transition avec la gastronomie qui est un de leurs centres d'intérêt. Mais si c'est des wine lovers, c'est pas forcément des chasseurs d'étiquettes, ils peuvent être intéressés par la découverte de bons rapports qualité-prix, de vignobles qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne sont pas forcément intéressés que par le plus haut de gamme dans le vin. Et donc, en termes de gastronomie aussi, une cible importante qui va rechercher les étoilés, rechercher aussi des auberges, des bistrots, de la cuisine traditionnelle des destinations. Et les destinations ont beaucoup de choses à raconter sur cette cuisine traditionnelle, de la cuisine locale. Et puis, la dimension bien-être, mais également autour, par exemple, des thermes, du spa, de la relaxation. Bien, alors forcément, ils sont plus âgés et puis ils sillonnent assez facilement la France aussi. Donc, on a des taux de pratique des destinations qui sont importants. 4 saisons, comme je l'ai déjà dit, et pour le coup, des médias plus traditionnels. En termes de réseau social, on va être plutôt sur Facebook encore, même si Instagram grignote des parts, y compris chez les plus âgés, mais plutôt quand même chez des plus âgés, plus actifs, plus urbains, que là, on est sur des gens qui habitent dans des petites agglomérations, en milieu rural, dans des agglomérations intermédiaires. Télé très importante, presse et PQR en particulier très importante. Et enfin, un dernier groupe, les passionnés esthètes. Donc là, on est sur un groupe vraiment très CSP+, et surtout CSP+, dans sa dimension un peu statutaire, c'est-à-dire on veut aussi du haut de gamme, voire du luxe. Et c'est la grosse différence avec les explorateurs slow, c'est-à-dire que les explorateurs slow sont CSP+, en termes de pouvoir d'achat et en termes de pratiques nombreuses de séjour, mais ils ne sont pas attachés au code du haut de gamme, au code du luxe, voire même ils sont sur un retour au sens, un retour au simple, au durable. Eux, on est plus sur les codes du haut de gamme, du luxe, avec une dimension qui peut être épicurienne, mais qui est aussi statutaire. On veut être reconnu, on veut du service premium. On est aussi dans la sensation, on est dans le dépaysement, ça sera important d'avoir quand même des choses fortes parce que c'est la clientèle qui continue de voyager quand même beaucoup aussi à l'étranger et qui voilà, a un benchmark concurrentiel entre la France et l'étranger. Donc il faut quand même des propositions pointues, premium, fortes, dépaysantes. Le no-tourisme, bien sûr, qui est une des clés d'entrée pour cette clientèle, puisque là, on est plutôt sur des wine lovers premium qui veulent effectivement, y compris, avoir des expériences exclusives autour des grands crus, autour de voilà, des marques, entre guillemets, qui peuvent exister dans le vin, avec des propositions de dégustation, de visite de cave, de grands vins, quoi, autour des grands vins, mais aussi même d'œnologie, voilà, vraiment avec une dimension d'expertise. Ils vont être aussi très intéressés par la culture, aussi bien la culture beaux-arts, peinture, musée des beaux-arts, etc., que la dimension art contemporain, la dimension musique, musique classique, musique baroque, jazz, etc. Le patrimoine, mais avec toujours cette dimension un peu remarquable, must-see, une dimension aussi historique, voilà, tradition, un côté un peu plus traditionnel et un peu moins sorti des sentiers battus. La gastronomie haut de gamme, les étoilés, avec les codes de l'élégance, du luxe, et puis le bien-être, en particulier au sein des hébergements, pour le coup, hébergement de luxe avec spa, avec zen, toujours dans cette dimension un peu premium de la cible. Donc potentiellement 4 saisons, une forte finalement fréquentation par le passé liée à l'âge aussi, mais aussi sans doute liée au fait que les destinations ont des choses à apporter sur cette dimension un peu exclusive parfois. Et puis des médias assez ouverts, mais comme tous les plus seniors, avec quand même une place importante des médias traditionnels
y compris sur support digital, qu'il ne faut pas négliger. Voilà, je vais faire une petite pause à ce stade. Je vais peut-être sortir de la présentation pour être plus dans l'interaction. Et vous Merci laisser peut-être Béatrice. réagir, poser des questions, intervenir. Ouais, il y a quelques questions, notamment de la part de Frédéric. Alors, c'était en début de présentation. Je crois que c'était sur le premier persona. Quand tu as évoqué un budget plus contraint, quel tarif moyen cette cible consacre-t-elle à son hébergement? Et puis, il y a une autre aussi question, vers quel type d'hébergement va-t-elle se diriger? Et cette question se répète pour toutes les différents personas de la part de Frédéric. Oui, alors en fait, bon, quand on travaille sur l'hébergement, on se rend compte que souvent les cibles sont quand même beaucoup multi-hébergements, mais c'est vrai qu'on peut se dire que de toute façon sur les sports, sur la première cible, on va avoir bien sûr par exemple, le camping, tout ce qui va être gîte, pouvant accueillir aussi des groupes. Il faut voir que c'est aussi une clientèle qui se déplace en groupe, ou au moins 4-5 personnes, voire plus. Alors, on n'a pas forcément les budgets, parce que c'est vrai que les questions sur les budgets, il faut les inscrire dans des choses très très précises, même si on va travailler aussi ces personas dans le cadre de logiques comme l'observation touristique des clientèles. Donc, on pourra avancer aussi sur ces sujets-là, sur des approches plus spécifiques aux destinations et avec des approches budgétaires, mais on sait que de toute façon, les budgets dépensés sont relatifs au salaire, hein, et aux capacités. Et là, on est quand même sur ce qu'on appelle donc des CSP plus et intermédiaires, c'est-à-dire moins et intermédiaires, c'est-à-dire soit des inactifs, donc des jeunes qui sont étudiants, par exemple, soit des jeunes qui sont employés, ouvriers ou voilà, ou techniciens. Donc, on n'est pas sur des niveaux de revenus qui permettent effectivement des dépenses très importantes, même si sur certains éléments, quand ils veulent se faire plaisir, ils peuvent se faire plaisir. Je pense que sur les hébergements, on pourra essayer de compléter, même si on est très souvent sur du multi-hébergement, ou dans des études à venir, essayer d'approcher ça de façon plus précise. Mais très clairement, par exemple, les explorateurs vont être plutôt assez facilement sur de l'hôtel, de la chambre d'hôte, bien sûr. Les terroirs vont être sensibles à cet atout tradition, charme, ce qui ne rentre pas forcément dans les catégories, hein, mais c'est-à-dire plutôt chambre d'hôte, gîte. Et les premiums, par exemple, vont être plutôt sur de l'hôtellerie, y compris de l'hôtellerie haut de gamme, quoi. Mais très souvent, quand on pose les questions, en fait, les gens sont très multi-types d'hébergement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais on peut pousser certains types d'hébergement de façon plus facile auprès de certains publics. Le critère du prix étant important, et c'est pour ça qu'on l'a signalé fréquemment, les 3 groupes plus jeunes sont plus sensibles au prix et ont plus de contraintes budgétaires, y compris les familles, parce qu'on multiplie aussi la contrainte du prix par le nombre de personnes dans le groupe. Alors, toujours Frédéric, je pense que c'est quand tu évoquais les touche-à-tous tendances et les moments simples et d'authenticité. Elle dit, pour les parcs d'attractions, est-ce que les zones de loisirs urbaines, style bowling, complexe, sont appréciées pour ce persona? Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, la segmentation, on l'a faite à la fois sur les loisirs de proximité et sur les vacances, et on se rend compte que les gens, il y a une continuité entre la sphère des loisirs de proximité, du quotidien, et les vacances. Et il y a quand même un tropisme de plus en plus fort des clientèles, c'est de vouloir vivre comme les locaux, parfois profiter des infrastructures locales, les cinémas, etc. Donc oui, on peut se dire que toutes les offres qui vont correspondre à leurs critères de ludique, je pense par exemple aux escape games, voilà. C'est des choses qui sont développées à la fois pour la clientèle locale et qui peuvent séduire la clientèle touristique. Donc oui, si c'est bien mis en avant,
on va pouvoir avoir des clientèles touristiques qui vont aller vers des produits au départ conçus pour le quotidien des habitants, que ce soit le cinéma, que ce soit un escape game, que ce soit une activité de loisir, un atelier créatif ou ce genre de choses. Ok. Et est-ce qu'on a une idée des régions dont les explorateurs slow proviennent majoritairement? Alors, les explorateurs slow sont très surreprésentés dans les très grandes agglomérations. Donc, l'Île-de-France est clairement stratégique. Les bassins lyonnais, lillois, voilà, Marseille, on va dire le traditionnel axe PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille, est clairement une zone sur laquelle on va avoir une présence plus importante de ces explorateurs slow. Et voilà, c'est des urbains et c'est des urbains CSP+. Là, c'est clairement fléché, quoi. Y compris dans les médias, voilà, tous les médias qui s'adressent un peu plus à cette cible urbaine, CSP+, sensible à l'environnement, à des nouvelles tendances, mais on va dire pas les mêmes tout à fait que les touchettes toutes tendances, des tendances plutôt de durable, d'esthétique, etc. Là où les autres sont plus dans la sphère d'influence classique, vont être importants pour eux, ouais. Et toujours concernant ces explorateurs slow, on sait comment et où ils recherchent leurs hébergements, et puis sur quel support, ils sont Alors, plus sur mobile. Je pensais peut-être que plutôt. dans d'autres études, on pourrait retrouver des choses. Ils sont très utilisateurs du mobile, hein, ils sont très tech. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme ils voyagent beaucoup, c'est clair que des sites hein, voilà, on va les citer, hein, les grandes plateformes comme Booking peuvent être des médias importants parce que bah, tous les voyages sont au même endroit, c'est simple, on peut faire de l'annulation, etc. Mais ils peuvent aussi, voilà, ils sont très mobiles hein, intellectuellement, physiquement, donc ils peuvent être aussi attirés dans un média par une petite adresse qui vont peut-être aller réserver en direct. Donc, il y a une forme d'ouverture, mais très clairement, voilà, comme c'est des gros consommateurs qui sont très indépendants dans leur choix, c'est pas du tout des gens qui vont vouloir des offres pré-packagées, pré-pensées. On peut imaginer, je crois qu'on n'a pas la donnée, mais on peut imaginer que des plateformes de type, et puis par ailleurs j'en connais un certain nombre de cette cible-là, des plateformes de type Booking ou de centralisation d'hôtels vont avoir une dimension très pratique pour eux, quoi. Ok, merci. Donc, c'était la dernière question qui était posée dans Ou le chat. idéalement des équivalents durables, à Ouais. condition qu'ils répondent aux critères de performance, quoi. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent poser des questions? Si oui, vous pouvez les faire directement via votre micro. Sinon, on va passer à la troisième partie de la présentation. Alors, Entre-temps, ouais. entre-temps, on a déjà quelques personnes qui sont parties. Je te lis le commentaire, Béatrice, parce que Ouais. c'est Muriel qui dit ben, je dois partir, mais c'était vraiment très intéressant et agréable à écouter avec un vocabulaire marketing marrant pour moi. Voilà. Et elle a hâte de recevoir la Ouais, désolée présentation. pour Voilà. les anglicismes, etc., mais ça fait malheureusement un peu partie du jeu du marketing. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre le partage. Je veux bien que vous me confirmiez que vous l'avez bien. Oui, c'est OK. Ouais, mais par contre, voilà, en mode diaporama, c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Donc, on a travaillé avec les marques pour se dire finalement, OK, il y a 6 personas sur lesquels, si on raisonne globalement,
certaines destinations de la Bourgogne-Franche-Comté ont des choses à dire, bien évidemment, à ces personas. Est-ce que c'est exactement les mêmes qu'on a envie de cibler et d'adresser en priorité pour chacune des marques? Et la réponse n'est pas tout à fait la même, bien sûr. Donc, pour la Bourgogne, alors, mais en même temps, il y a des personas, comme vous l'avez vu, voilà, je ne l'ai pas caché, qui sont particulièrement stratégiques en volume et sur lesquels on peut apporter des réponses différentes pour des séjours différents dans chacune des destinations. Donc, on va retrouver les explorateurs slow parce que ce serait dommage de s'en priver. Et c'est des gens qui vont aller, qui partent souvent, qui ont envie de redécouvrir la France. Donc, aucune des destinations n'a intérêt à s'interdire d'aller chercher les explorateurs slow. Donc, sur la Bourgogne, avec ce point de départ qui, bien sûr, est le positionnement de la destination La Bourgogne, reconnexion intense. En priorité, on a mis donc 2 personas, donc en premier, les explorateurs slow, et juste derrière, ou en priorité quand même globalement 2, mais on va dire à adresser rapidement aussi, les touches à toute tendance, pour différentes raisons. Les explorateurs slow, on l'a vu, c'est une destination stratégique. C'est une persona stratégique qui représente beaucoup de courts séjours. Donc là, il y a clairement un intérêt, même quand la Bourgogne investissait fortement le moment de l'automne, de se dire allons chercher ces clientèles. Ils sont dans des centres urbains, en particulier l'Île-de-France, Lyon, voire la région lilloise, le sud, qui sont quand même relativement bien accessible pour la région Bourgogne, avec ce sillon très marqué, que ce soit côté autoroutier ou côté, bien sûr, train et TGV. Donc, c'est une cible intéressante et c'est une cible sur laquelle on pourra travailler effectivement tout un tas de choses autour de ce multi-registre de la destination qui peut proposer un mix, un espèce de cocktail autour de l'outdoor, du vin, du patrimoine, de la culture, etc. Touche à toute tendance, ça nous a paru important aussi de les retenir parce que il y a un enjeu de rajeunissement des clientèles pour la destination La Bourgogne, à la fois en termes d'image et à la fois en termes de réalité des clientèles qui viennent sur le territoire. C'est une clientèle effectivement qui peut être intéressante, qui a des filiations avec des clientèles, par exemple sur la thématique de l'œnotourisme ou sur la thématique de l'itinérance et des expériences d'itinérance. On a des choses à leur raconter et on pourra rajeunir l'image et surtout jouer aussi avec ces 2 clientèles un bouche à oreille positif sur les réseaux sociaux, avec des clientèles qui sont assez proches en termes de réseau social utilisé, par exemple Instagram qui va être fort pour les 2, mais pas du tout en termes de valeur, de registre et de choses à valoriser. D'un côté, avec les explorateurs slow, on est dans l'authentique, on est dans le slow, on est dans le durable, donc avec des types de communautés particulières, et de l'autre côté, on va être plutôt dans la tendance, dans la consommation, parfois un peu en mode zapping, dans le truc à faire du moment, et dans la photo instagrammable, où on se photographie soi-même, on se met en valeur, etc., avec une dimension parfois un petit peu show-off, c'est-à-dire m'as-tu vu. Ensuite, on a mis derrière, parce qu'elles seront importantes, les passionnés esthètes, avec des approches plus alors pointues sur le no-tourisme haut de gamme, par exemple, sur le luxe et le haut de gamme, sur des dimensions de patrimoine d'exception, etc. Et puis les terroirs épicuriens, on les met un peu pour mémoire parce qu'on sait qu'ils sont là, qu'on les voit déjà, qui pèsent, on le voit d'ailleurs dans les chiffres et dans la moyenne d'âge aussi des clientèles qui fréquentent la destination. Mais en même temps, il y a un ADN qui est très proche de celui de la Bourgogne, du patrimoine, de la bonne chère, des terres de savoir-faire, d'artisanat, etc. Donc, on sait que voilà, c'est plus des clientèles à fidéliser. On ne va pas chercher spécialement à les conquérir parce que d'une certaine façon, naturellement, elles y viennent, mais c'est une clientèle structurante à ne pas oublier. Donc ça, c'est pour la Bourgogne. Sur les montagnes du Jura, on a changé un petit peu voilà, le prisme. On joue encore plus, ça fait partie aussi des approches de positionnement, la carte de la jeunesse, avec les groupes sport et convivialité, moments simples et authentiques. Également, la carte justement de l'activité,
c'est des destinations voilà, de outdoor, d'activités de pleine nature, avec ce positionnement ensemble, faisant de petites et grandes explorations, qui répond à la fois à une cible du type explorateur slow, sur lequel on sera peut-être dans des grandes explorations, mais aussi ces petites explorations que peuvent faire autour du sport, autour du outdoor ou autour des activités de pleine nature que peuvent faire des sports et convivialité, des moments simples et authentiques. Donc là, on va avoir une dimension effectivement recentrée sur voilà, sur une certaine authenticité, simplicité, accessibilité aussi financière des pratiques de la destination, mais avec toujours cette cible explorateur slow qui est importante et sur lequel, justement, on l'a vu aussi dans la pratique, il y a peut-être des petits twists d'image, on y reviendra, à faire entre une destination perçue aujourd'hui comme très outdoor, sportive, et c'est légitime avec les cibles qu'on cherche à adresser, mais dont on ne voit pas forcément, quand on est plus loin, dans des grandes villes, les aspérités culturelles, rencontres, producteurs, produits du terroir, gastronomie, bistronomie, et il va falloir les valoriser pour séduire cette clientèle explorateur slow. Et puis de la même façon, les terroirs épicuriens en fidélisation, voire effectivement aussi en conquête un petit peu autour de cet axe qu'ils ont en commun avec les explorateurs slow, de patrimoine, de culture, de plus beaux villages, de vieilles pierres qu'on veut découvrir. Sur les Vosges du Sud, certaines des clientèles sont très proches de celles travaillées par le massif des Vosges au global. Et donc, on a fait le choix de se dire, travaillons en priorité toujours les explorateurs slow, comme vraiment priorité importante. Donc, montrons cette diversité, ce multiregistre possible dans les Vosges du Sud, avec des questions de notoriété vraiment qui vont être importantes, de valorisation. En relation d'ailleurs avec le positionnement qui colle très bien aussi aux explorateurs slow, par exemple, d'inspiration buissonnière, et les terroirs épicuriens en priorité 2. Et comme ça, on a aussi une couverture de tranches d'âge différentes, même si au global de l'approche, de toute façon, ce qu'on a mis dans les priorités, c'est peut-être les cibles qu'on va investir en 2025, dès 2024, en 2025, 2026. Mais après, bien sûr, on peut se dire, tiens, on procède à un peu un roulement et on va chercher aussi les autres cibles, soit en termes de médias, soit en termes de messages, sachant que j'insiste vraiment sur le fait que 2 à 2, il y a des passerelles entre les cibles. En particulier, ces deux-là vont avoir des passerelles autour des produits du terroir, des patrimoines immatériels, de la dimension patrimoniale, voilà, culturelle. Mais ces deux-là peuvent en avoir aussi autour de la simplicité, de la médiation, de la tradition. Donc voilà, 2 à 2, de toute façon, quand on travaille certaines cibles, on va aussi créer de l'aspérité et se rendre plus séduisant pour d'autres. Mais c'est important dans une communication de savoir à qui l'on parle et de pouvoir y mettre les émotions, les valeurs, les sensations qui correspondent à la cible. Donc voilà les choix de priorité qui ont été faits. Et après, je vais laisser la parole à Yann pour vous raconter tout ce qui a déjà été fait autour de ces personas. Ouais, Avant, bonjour à... Yann, pardon. excuse-moi, avant que tu prennes la parole, il y a une question. Est-ce qu'il y a une particularité liée au parc naturel du Morvan? Alors, il y a chacun a sa particularité. Toutes les offres ont leur particularité. Mais c'est justement la question, c'est quelle histoire on raconte à quelle cible. Le parc naturel du Morvan, je dirais qu'il peut aller séduire un explorateur slow. Parce que c'est aussi dans un parc naturel, il y a de la nature, mais il y a aussi le plus souvent un terroir dans sa vision touristique, hein, pas forcément viticole, c'est-à-dire de l'artisanat, une histoire, une géologie pour le Morvan, etc. Donc il y a des histoires à raconter, mais il peut séduire les sports et convivialité parce que il offre Avec les lacs. effectivement des opportunités. Il peut séduire les moments simples et authentiques. Voilà, je dirais que chaque offre, chaque proposition touristique doit faire ce travail de se dire finalement, pour
quel type de cible j'ai le plus d'arguments et j'ai le plus d'histoires que je peux raconter. Et s'il y en a 3 ou 4, ce qui est possible, lesquels je choisis au regard de ma stratégie, qui peut être de rajeunir mes clientèles, qui peut être d'avoir des retombées économiques. C'est sûr que si le but, c'est d'avoir des retombées économiques financières, une cible explorateur slow va avoir plus de potentiel qu'une cible moment simple et authentique, par exemple. Mais j'irai pas forcément chercher, on peut déjà éliminer les passionnés esthètes, parce qu'on va être un peu moins, on va être un peu moins sur cette cible, par exemple, pour le Morvan dans l'image que je peux en avoir aujourd'hui. Ou les touches à toute tendance, parce qu'il va y avoir des questions d'hébergement, de dimension qualité d'offre, bon, qui vont être peut-être plus difficiles à traiter avec des gens plus sensibles à leur confort, au service, etc. Mais à voir, il y a peut-être des offres qu'on ne connaît pas et qui cochent les cases. Et il y a Frédéric qui rebondit sur la question, qui dit, concernant Besançon, il me semble aussi pouvoir parler à ces 6 personas, et les explorateurs slow semblent avoir un fort potentiel. Alors, concernant Besançon, moi, je pense que très clairement, les explorateurs slow sont une cible intéressante à aller chercher parce que, alors je fais un petit détour par mon expérience personnelle parce qu'il se trouve que je suis explorateur slow, mais je pense que l'image de Besançon est insuffisamment forte et connue. Et c'est le cas de beaucoup de sites, pour avoir travaillé sur de beaucoup de sites ou de beaucoup de villes quand même de vos destinations, c'est qu'il y a parfois un déficit de notoriété et il y a pour autant, quand on y va, un gros potentiel à valoriser. Donc oui, je dirais que les explorateurs slow sur Besançon sont importants. Dans la plupart des cas, bien sûr, on peut se dire qu'on pourrait aller chercher différentes cibles. La question, c'est dans quel ordre. C'est pour ça aussi qu'on l'a un peu montré sur les destinations. C'est dans quel ordre, parce que si on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, et à un moment donné, soit avoir des moyens de communication infinis, ce qui est rarement le cas, c'est intéressant de se dire, on va essayer d'angler, d'accentuer notre communication en termes de valeurs, en termes de mots-clés, en termes d'émotions transmises, en termes tout simplement, comme je le disais, est-ce qu'on est centré sur les individus eux-mêmes? On vous montrera des exemples tout à l'heure. Ou est-ce qu'on est plus, on parle de la destination? Tout ça va devoir évoluer selon la persona à laquelle on s'adresse. Donc très clairement, c'est important peut-être de les phaser dans le temps en se disant, pendant 2 ans, 3 ans, on met l'énergie sur 1, voire 2 personas, et puis au fur et à mesure, on réinjectera d'autres éléments. Mais oui, je pense qu'il y a un gros potentiel, pas toujours connu à Besançon, qui coche beaucoup de cases multiregistres, avec des cases de villes et de villes un peu à la campagne ou au milieu d'une nature très proche, qui peuvent permettre justement cette rassurance pour des explorateurs slow qu'il y aura la petite adresse bistronomique, mais qu'en même temps, il y aura un peu d'aventure à la porte de la ville, une sortie des sentiers battus, un mix de outdoor et de culture. Oui, c'est intéressant. Les villes, en général, de toute façon, ont quelque chose vraiment à écrire et à raconter aux explorateurs slow, parce que c'est aussi des clientèles, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais qui sont qui ont de l'appétence pour le tourisme, entre guillemets, urbain, même en dehors des très grandes villes, c'est-à-dire justement ces mix de destinations. Dans une autre étude, j'avais parlé de country break, mais là, on est dans du city country break, et je pense que vos destinations ont vraiment quelque chose à raconter autour de ça. Merci. Yann, on te Oui, laisse la donc, parole. ok, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Oui, donc on souhaitait, après cette première partie, un peu de présentation des différents personas et du coup de la priorisation que chaque destination avait fait au CRT, vous montrer en guise de conclusion quelques exploitations qu'on a déjà entamées côté CRT et qu'on va poursuivre cette année dans les années qui viennent, à la fois en termes de développement marketing et également en matière de promotion communication. Donc, en matière de développement marketing,
Alors, par exemple, un travail qu'on a commencé à faire, alors plutôt côté, donc c'est parti effectivement avec le collectif Œnotourisme l'année dernière. Donc, on a conduit l'année dernière, par exemple, à 3 reprises, des ateliers avec les membres du collectif pour essayer d'identifier effectivement persona par persona. Alors là, pour l'instant, on en a traité 3, les terroirs épicuriens et touche à tout tendance et sport et convivialité. Donc, d'essayer d'identifier donc persona par persona les offres ou les expériences touristiques qui leur correspondaient bien, ce qui nous permettra à nous ensuite de les intégrer dans des contenus éditoriaux, de les pousser dans des prises de parole des uns et des autres. Donc, et du coup, à chaque fois, au terme de chacun des ateliers, il y a un livrable et du coup, il y a une compile un peu avec un cahier d'expérience persona par persona. Donc ça, c'est une première exploitation et donc on envisage de faire la même chose pour les autres filières et puis parfois des approches plus multiregistres destination par destination. Autre exploitation qui a été faite dans le cadre du collectif, là, c'est plutôt du collectif patrimoine. On accompagne depuis plusieurs années donc les membres qui le souhaitent avec un diagnostic marketing de leur offre. Et du coup, les derniers qui ont pu en bénéficier, du coup, ont également bénéficié finalement de ces travaux récents en marketing. Et donc, pour les derniers qui ont pu en bénéficier, on a essayé avec eux de les accompagner pour choisir, prioriser justement leur persona cible et en fonction d'un audit un petit peu de leur support sociaux et web, leur préconiser quelques axes d'amélioration de leur communication. Donc là, on l'a fait pour les derniers sites qui ont bénéficié de ce diagnostic marketing, en l'occurrence donc Solutré et puis du coup Passavant la Rochelle de mémoire. Autre exploitation qui a été faite. Donc, alors, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être là, on a organisé, c'était au mois de septembre dernier, un webinaire de présentation des personas issus d'une étude d'Atout France, qui avait segmenté les clientèles alors, françaises et européennes. Je crois que c'était une étude à l'échelle européenne. Béatrice, tu confirmes? Oui, tout à fait. Et donc, 3 pays, à l'échelle France. de l'appréhension un petit peu du tourisme durable, ils avaient identifié 5 personas, les écomobiles, les éco-tranquilles, les éco-sociaux, les éco-nature, les éco-résistants. Et on a souhaité du coup essayer de croiser les deux, du coup les personas d'Atout France autour de cette appréhension du tourisme durable, et puis les personas qu'on a retenus nous. Et bon, il s'avère finalement, en croisant un petit peu les deux, que finalement, l'axe tourisme durable au sens large est présent, finalement, il monte en puissance pour l'ensemble des personas marketing de BFC Tourisme. Alors, quand on dit au sens large, c'est que finalement, dans le tourisme durable, quand on le prend au sens large, c'est à la fois le terroir, la gastronomie, le retour au sens de la nature, les relations entre touristes et producteurs, l'éthique, l'inclusion. Donc, dans ce sens-là, effectivement, ça monte un peu en puissance, effectivement, sur chacun des personas. Bon, ce qui est à noter, c'est visible à l'écran. Effectivement, il y en a par contre, il y a deux personas pour lesquels c'est peut-être quand même un peu plus stratégique. C'est les explorateurs slow et les passionnés esthètes, où on se rend compte que déjà, comment dire, plus d'un client sur deux est déjà dans une appréhension du tourisme durable dans le haut, dans ce qui se fait le plus en termes d'attente en matière de tourisme durable, puisque plus d'un sur deux est ou éco-mobile ou éco-tranquille. Donc, j'invite, alors je crois, Florence, tu me dis si je me trompe, mais je pense que le webinaire tourisme durable à la présentation des clientèles doit toujours être en ligne sur notre site pro. Donc, si certains qui sont là aujourd'hui n'avaient pas pu y assister, je les invite à réécouter le webinaire tourisme durable. Mais là, on avait souhaité justement faire croiser les deux pour voir justement finalement du coup comment se répartissent nos personas par rapport à ces sensibilités autour du tourisme durable. Donc voilà un autre exemple d'approche, donc là plus en termes d'exploitation d'études. Et donc, on passe aux exploitations qu'on a commencé à faire en matière de communication, promotion. Donc, chacune de nos destinations, donc Bourgogne et Montagne du Jura, donc, a été accompagnée. Donc, par rapport notamment à la cible explorateur slow, vous l'avez vu tout à l'heure, donc, cette cible, ce persona est prioritaire pour chacune de ces deux destinations. Et donc, on a conduit un audit de nos supports web et réseaux sociaux au regard de cette cible et des attentes de cette cible, et donc avec des recommandations pour essayer de comment mieux la séduire. Autre exploitation en termes de COB, donc là c'était côté filière, on a ici les derniers un travail interfilière, parce que vous l'aurez compris avec cette présentation, c'est que la plupart, enfin voire tous ces personas sont, à l'exception peut-être des esthètes, et encore sont rarement focus sur une seule activité, mais ils sont plutôt multiregistres, parce qu'effectivement à l'occasion d'un séjour, que ce soit week-end, vacances ou excursion, ils souhaitent souvent finalement pratiquer plusieurs activités, plusieurs découvertes, donc ils sont rarement focus. Donc l'idée c'était de produire
toute filière ensemble, des contenus multiregistres, donc pour cibler donc, les personas qui ont été retenus prioritaires par les destinations, donc que sont les explorateurs et touche à toute tendance. Donc on a commencé ce travail l'année dernière. Donc côté explorateur slow, donc on a produit ce qu'on a appelé des carnets de voyage, donc avec les codes des carnets de voyage que vous connaissez, des cartes, des collages, des icônes, des photos type Polaroid. Donc on a produit ce carnet de voyage et au bénéfice de ça, on récupère évidemment pas mal de photos et de petites vidéos qu'on intègre à notre photothèque. Donc on en a fait un côté Bourgogne sur l'Aussois et on en a fait deux côté à montagne du Jura avec la vallée de la Loue et puis le vignoble du Jura. Et pour les touches à toute tendance, là dans une perspective aussi, c'était une eau touristique mais pas que, mais du coup on a produit deux films expérientiels. Donc là l'idée c'était pour correspondre à cette cible, c'était d'avoir des films un peu en caméra subjective avec des GoPro, des selfies, puisque donc c'est des clientèles comme l'a dit Béatrice qui aiment bien se mettre en scène entre guillemets et vivre leurs vacances avec leurs enfants. Et donc là, on a produit deux films expérientiels. Alors, la côté Bourgogne, donc on a fait un film dans le Vézelien, donc dans le vignoble de Vézelay et autour de Vézelay, et un vers Mâcon, donc avec le vignoble du Mâconnais et puis la roche de Solutré. Donc, slide suivante, alors vous avez, alors, pour les carnets de voyage, un peu un esprit, enfin une présentation un peu de ce que ça peut donner en termes graphiques. Et puis, pour le film, on peut, je pense, en montrer un petit qu'on a intégré. C'est celui qui a été fait, je crois, sur Vézelien. Alors, il n'y a pas le son, mais tant pis, c'est dommage. Donc, je vous laisse le parcourir. Donc là, on est en train de voir du coup avec l'ensemble des community managers et des responsables éditoriaux des marques, du coup, donc dans leur planning éditorial, prévu du coup l'exploitation de ces différents contenus qui ont été produits l'année dernière au cours de cette année. Et donc, on a une réunion interne en fin de semaine là, pour envisager la production 2025 dans le même, a priori, dans le même esprit, mais en fonction des budgets disponibles. Et puis, je crois que c'est la dernière exploitation. Donc là, on a entamé un travail avec Bourgogne, mais qu'on va poursuivre avec Montagne du Jura. Et tout un travail d'analyse un peu sémantique de ce que disaient les réseaux sociaux de nos destinations. Et donc, ça donne, cette analyse permet d'avoir en gros l'image qui est perçue par nos clientèles. Et compte tenu de ce que sont les enjeux des marques ou les positionnements des marques, elles envisagent elles aimeraient bien véhiculer une nouvelle image. Donc, pour pallier, je dirais, l'écart entre l'image perçue et l'image qu'on souhaiterait donner pour, du coup, attirer davantage de clientèle. En mesurant un petit peu cet écart, du coup, on a défini, donc pour l'instant côté Bourgogne, mais ça se fera côté MDJ d'ici 3-4 mois, enfin au cours de ce printemps, une feuille de route, du coup, qui définit quelles sont les ambitions par rapport à l'enrichissement des contenus, que ce soit pour le site internet ou nos réseaux sociaux. Donc, ça peut être des ambitions très transverses, parce que, par exemple, du coup, il y en a la première ambition, c'est de valoriser l'interthématique, les passerelles, l'hybridation. Donc, ça, vous l'avez compris dans la présentation qu'a faite Béatrice, beaucoup, effectivement, des personas qu'on souhaite attirer, du coup, sont beaucoup dans l'hybridation. Donc, il faut leur proposer des contenus qui sont multiregistres. Ça fait le lien aussi avec ce que j'ai présenté avant. Et puis, après, il peut y avoir des ambitions plus liées comment dire, à une filière. Donc, sous les yeux, vous avez sur le patrimoine. Donc, une des ambitions par rapport au patrimoine et à la Bourgogne et sur la cible explorateur de mémoire. Et du coup, c'est d'ouvrir l'image patrimoine culture, du patrimoine historique, à la richesse des propositions patrimoniales culturelles, d'être beaucoup plus large dans notre promotion du patrimoine que simplement des lieux de visite, quoi. Donc, voilà le travail qui était entamé. Donc, on a défini comme ça, je crois, une petite dizaine, à peine une dizaine d'ambitions. Et donc, maintenant, on va se mettre en chantier pour petit à petit, du coup, répondre à cette ambition et donc approfondir l'ensemble des contenus de nos sites web et puis pour leur exploitation sur les réseaux sociaux. Et du coup, un travail similaire va être fait pour MDJ. Émilie, tu veux compléter? Je vois que tu as levé la main. Je te laisse la parole. Non, Yann, je voulais simplement préciser qu'au-delà de la production de contenu, on a aussi croisé, on va dire, cette analyse des personas avec les différents médias dans lesquels on achète de la publicité pour faire rayonner nos destinations. C'est-à-dire que le travail, il va au-delà de la seule question de la production de contenu, photos, vidéos, articles. On l'utilise aussi, tout ce travail, pour choisir de manière plus efficace les médias qu'on va travailler.
deux, trois petits exemples pour illustrer. On avait identifié, par exemple, par ce travail que TikTok était un média qu'on n'exploitait pas suffisamment, par exemple, pour certaines cibles. Ça y est, on vient d'engager le travail sur TikTok. YouTube, qui était aussi un média qu'on travaillait peu, on a engagé également de la visibilité sur ce média. Et puis, quand on fait des campagnes publicitaires, on essaye vraiment d'aller chercher des supports, presse, radio, télé, autres, qui soient directement connectés à ces cibles affinitaires. Voilà, c'était juste le petit complément que je voulais faire. Ça ne s'arrête pas uniquement à la production de contenu, c'est vraiment la totalité de l'action de promotion et de communication qui est resserrée sur ce dispositif et ces personas. Tu as bien fait, effectivement, ce que j'y ai pensé après, on aurait effectivement pu faire une slide là-dessus sur le travail qu'avait conduit Adrien pour croiser effectivement son fichier média avec effectivement nos personas. Voilà, donc là c'était pour vous présenter rapidement, hein, c'était prévu un peu une conclusion de ce webinaire, hein, du coup, comment nous en interne, on s'approprie ces travaux marketing et qu'on va évidemment approfondir. Et donc après, il y aura des choses qui passeront dans le cadre des collectifs filières, avec des travaux peut-être plus par filière. Et puis quand le travail se prête plus à un travail, je dirais, de constitution d'une idée de séjour, bon là, ça se passera davantage peut-être dans le cadre de réunions par destination, voire par micro-destination, puisque si on reprend tout à l'heure l'exemple par rapport à la question du parc du Morvan, bon, évidemment que le parc du Morvan est une des destinations de la destination Bourgogne, mais a ses propres particularités. Donc, ce que la Bourgogne dans son ensemble a priorisé peut effectivement, évidemment, varier d'une micro-destination à l'autre. Hein. Ce qu'on souhaitait surtout nous présenter ce matin, c'est que voilà, du coup, finalement, on partage un peu, enfin, toutes ces cibles sont là, enfin, elles existent hein, en France et voire en Europe, puisque bon, l'étude a été faite plus sur le marché français, mais vaut globalement pour l'Europe. Donc, ces clientèles sont là. À nous d'aller les chercher, mais en fonction évidemment de ce qu'est notre ADN et de ce que sont aussi quel est le positionnement choisi par chacune des destinations et puis les enjeux. Hein. Béatrice a parlé plusieurs fois de renouvellement de clientèle, de modernisation d'image. Donc en fonction de tous ces enjeux-là, à chaque, je dirais, échelon, enfin à chaque territoire, de prioriser ces personnages. Et évidemment qu'une micro-destination peut possiblement avoir une priorisation un peu différente de la destination Supra. Donc ça, c'est à chaque... Donc là, pareil, on peut imaginer à l'avenir avoir un travail ensemble pour justement accompagner peut-être les micro-destinations dans la priorisation aussi de ces personas. Hein. Donc c'est typiquement le genre de travaux qu'on pourrait conduire. Donc ça sera ma conclusion. Donc en gros, il y a des choses qui peuvent se faire aller par filière, avec un travail plus fin peut-être filière par filière, pour voir quelles offres, un peu comme ce qu'on a fait avec le no-tourisme l'année dernière, hein, d'identifier des offres qui vont bien à chaque persona. Et puis après, il peut y avoir plus des travaux par micro-destination ou par destination pour justement voir comment ensemble essayer de constituer des idées séjours et donc ensuite effectivement de produire du contenu et ensuite le porter en communication, quoi. Voilà, je ne sais pas si Béatrice voulait compléter mon propos ou si quelqu'un dans la boutique aussi, les responsables de marque ou les responsables de filière souhaitent éventuellement compléter. Mais ce qui me concerne, du coup, j'en ai terminé avec ce que je voulais dire. Alors, il y a Est-ce qu'il y a des questions? il y a quelques Florence, je te redonne la retours. main, oui. Il y a quelques retours dans le chat. Il y a notamment Christophe qui dit qu'effectivement, des webinaires par destination ou micro-destination seraient utiles. Il y a Frédéric qui dit est-ce que le même exercice axé sur la clientèle professionnelle pourrait être une source d'information et de réflexion intéressante pour les pros du tourisme. Et puis, La oui, clientèle professionnelle, et vous pouvez préciser du coup, Frédéric, vous pensez au tourisme d'affaires ou pas du tout? vous pouvez prendre la main par le micro, Frédéric. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Si, Oui, bonjour. Oui, je pense effectivement, bon alors moi je suis hébergeur à Besançon, je pense effectivement à toute la période, on va dire de novembre à fin février qui est très très calme pour nous, à part les vacances de Noël. Et il y a toute une clientèle professionnelle, me semble-t-il, qui peut être captée, je parle de ce que je connais encore une fois hein, sur Besançon, et c'est vrai que ça serait intéressant de savoir si ce sont des personnes qui cherchent plutôt à la nuit, plutôt à la semaine, comment
comment on peut les intéresser en fait, c'est surtout ça, hein. Et quel type de, alors je parle encore une fois de l'hébergement, mais quel type d'hébergement sont susceptibles de les intéresser en fait. Voilà, c'est un peu tout ça en fait, définir comme vous l'avez fait là, et ce qui était très intéressant, des clientèles types en fait, mais dans le domaine professionnel effectivement. D'accord. Parce qu'effectivement, pour l'instant, le travail interne a été fait, entre guillemets, entre les destinations et les filières, on va dire plutôt loisirs. Mais comme vous le savez peut-être, on a également une filière tourisme d'affaires au CRT avec le club Bourgogne-Franche-Comté séminaire et event. Et depuis, depuis déjà 2 ans, on essaie justement de rapprocher la filière tourisme d'affaires et les destinations. Et donc, je dirais, sur le site dédié au tourisme d'affaires, maintenant, il y a une présentation de chacune des destinations avec de la production de contenu, justement, d'offres, d'idées de séjour, tourisme d'affaires, un peu destination par destination. Et inversement, sur les sites web des destinations, il y a également un volet, un chapitre tourisme d'affaires qui a été bien développé pour. Bon, tout ce travail, hein, c'est vrai que on ne l'a pas dit, mais c'est d'essayer chez nous de travailler un peu moins en silo et de mieux articuler le travail entre justement les filières, donc plutôt l'offre, on va dire, et puis du coup les destinations où là on va peut-être plus sur la demande, mais évidemment que la promo peut pas se faire sans l'offre et inversement pareil, quoi. Donc on essaie d'être effectivement moins poreux et c'est pour ça que du coup entre le tourisme d'affaires et les destinations, il y a un travail comment dire, commun depuis maintenant 2 ans pour que les autres, le travail des uns des autres bénéficie à tout le monde. Et du coup, si vous avez d'autres, peut-être vous ne connaissez peut-être pas ce club Bourgogne-Franche-Comté Séminaire Event, donc si vous aviez des questions à ce moment-là, vous pouvez m'écrire, enfin d'écrire au CRT, puis du coup on peut vous proposer une présentation de ce qu'est ce collectif auquel vous pourriez éventuellement adhérer si ça vous intéresse de travailler sur cette cible particulière. On se tient à votre disposition pour en parler, quoi. Bah, il y a Florence qui a mis effectivement. Alors, peut-être plus sur le. Florence, c'est un exemple peut-être sur Besançon à la rigueur, puisque comme Besançon. Ouais, mais je mets. Comme Besançon est membre du collectif Affaires, hein, puisque donc dans le collectif Affaires, c'est un collectif qui est ouvert aux sociopros qui accueille, on va dire, des séminaires, des congrès, des événements, etc. Mais on a également quelques destinations à faire, dont Besançon qui est membre du collectif Affaires. Et donc, il y a eu des travaux de production de contenu pour des idées séjour, incentive à Besançon, etc. quoi. Ou si ça n'a pas été fait, en tout cas, c'est effectivement dans les tuyaux. Voilà, Florence, merci. Oui. Florence vous a mis du coup un exemple l'exemple de la page tourisme d'affaires sur le site des Montagnes du Jura et puis la page Besançon. Mais Frédéric, si vous avez des questions plus spécifiques sur le tourisme d'affaires, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Émilie, je vois ta main, mais c'est peut-être que tu ne l'as pas baissée ou tu voulais redire quelque chose? Non, Yann, excuse-moi, j'ai D'accord, oublié il n'y a de pas de baisser souci. la main. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florence, je te laisse du coup Ouais, conclure. oui. Et donc, il y a Merci Kyrian qui Béatrice vient. déjà. Et il y a Kyrian qui vient de compléter en mettant la page tourisme d'affaires sur le site Vosges du Sud. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, voilà, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble à vous écouter, Béatrice et Yann. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Merci à tous les deux pour votre expertise et tout ce partage d'informations. Donc, comme je vous le disais en introduction, ce webinaire a été enregistré, donc vous le recevrez par mail ainsi que la présentation et vous pourrez également le retrouver sur notre site professionnel. Vous aurez toutes les informations dans le mail que je vous adresserai. Voilà. Il y a une question d'Eric Stephens qui dit: avez-vous des segmentations sur la clientèle étrangère? Alors, non, pas dans ce cadre-là. Sur la partie tourisme durable, l'étude Atout France a été faite sur 3 marchés, France, alors il se trouve que c'est mon cabinet qui l'a conduite, France, Angleterre, Allemagne. Donc, mais dans le cadre de ces travaux, on était sur la France. Alors, d'expérience, à chaque fois qu'on conduit des études de segmentation sur les clientèles de proximité européenne, donc effectivement Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, les segmentations sont transverses au marché.
C'est-à-dire on n'a pas des groupes qui apparaissent uniquement dans certains marchés. Parfois, on a des écarts de quelques points, comme c'est le cas dans l'étude de tourisme durable. Certains marchés sont à 25 sur un groupe et d'autres marchés sont à 18 ou 20. Mais c'est dans ce sens-là qu'on pense que ces socio-styles, comme on les appelle, ces groupes qui se définissent plus par leur attitude et leur relation aux loisirs, aux vacances, par leur hobby, on va dire, leur passion, sont quand même transposables dans une très forte mesure à la clientèle européenne. Même s'il y aura peut-être un peu plus de terroir épicurien chez les Italiens, qui nous ressemblent parfois dans leur amour de la bonne nourriture et de la vieille pierre, et qu'il y aura peut-être un peu plus de touche à toute tendance ludique et festif chez les Anglais, par exemple, ce qu'on voit dans d'autres études quali. Il y aura peut-être des petits écarts comme ça, mais on sait que ces groupes-là sont aussi représentés dans les pays européens de proximité. Après, quand on parle des clientèles plus lointaines, ça marche aussi sur les Européens. On pourrait faire des études, mais c'est vrai que c'est des budgets à chaque fois. Et quand on parle de clientèle plus lointaine, comme les Asiatiques, comme les Américains, etc., là, clairement, pour les travailler régulièrement, on va avoir des effets beaucoup plus pointus sur des aspirations précises, une image de la France différente, etc. Donc là, on ne peut pas extrapoler. Mais sur les Européens, je pense qu'on peut relativement extrapoler, ou en tous les cas en se disant, en adressant ces clientèles françaises, on touchera des clientèles européennes aussi, à condition bien sûr de travailler sur la traduction, par exemple, des contenus éditoriaux. Ce que je peux peut-être aussi compléter, du coup, Béatrice, dans ce que tu dis, c'est Bien plus sûr. une ouverture qu'autre chose. Tu l'as évoqué tout à l'heure en répondant à une question, je crois, de Frédéric. On va lancer, nous, un nouveau dispositif d'observation Oui, j'ai hésité à qualitative le des dire aussi. clientèles touristiques en Bourgogne-Franche-Comté, donc qu'on va lancer cette année. Alors, on n'aura évidemment pas de résultats avant sans doute une bonne année, parce que l'enjeu, c'est justement de récupérer en partenariat, enfin, en travaillant avec les offices de tourisme, les ADT, les territoires, les sociopros, donc essayer de récupérer un maximum de questionnaires de la part de clients qui ont séjourné en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, les questions qui ont servi à faire cette augmentation auprès d'un panel de 1000 Français seront également posées dans ce dispositif-là, ce qui nous permettra d'essayer de mesurer, du coup, là, on a à peu près ce que pèse chaque année personnelle sur le marché français, et à l'échelle européenne avec la réponse que vient de dire Béatrice, mais l'idée c'est si on a suffisamment de séjours d'écrit, parce que tout l'enjeu de ce dispositif, ça va être justement de récupérer un max de questionnaires pour être le plus représentatif possible. L'enjeu, c'est justement de pouvoir quantifier du coup ce que chacun de ces personnes pèse chez nous. Et si du coup on récupère, je vais arriver un peu, 5000 questionnaires qu'on arrive à qualifier d'explorateurs, par le prisme des questions qui permettent de les qualifier comme tels, bah, on aura sans doute plus d'infos sur bah, voilà, ces explorateurs sont-ils différents selon leur origine géographique, sont-ils différents selon l'hébergement qu'ils ont choisi, selon telle motivation, etc. etc. Donc bon, là, c'est une ambition, j'allais dire un rêve, non, c'est une ambition qu'un rêve, mais l'enjeu pour nous va être voilà, de récupérer un max de questionnaires. Donc du coup, ça me faisait l'occasion d'annoncer ce nouveau dispositif. Il va y avoir à partir du mois prochain des réunions de lancement, des webinaires d'abord et sans doute des réunions un peu territoriales. Et on compte sur chacun d'entre vous justement pour être partenaire de cette étude et diffuser du coup l'URL où du coup il y aura l'enquête en ligne pour inciter un max de vos clients à y répondre, et ce qui nous permettra, nous, d'avoir une base de données descriptive des séjours touristiques en Bourgogne-Franche-Comté, et ce par destination, un max du coup d'informations pour ensuite les analyser à partir sans doute de fin 2026. Quoi. Voilà, du coup, ça me faisait l'occasion de présenter ce nouveau dispositif. Encore merci du coup à tout le monde. Florence, si tu veux compléter, mais du coup, je crois qu'on a terminé. Ouais, il y avait Eric qui souhaitait des informations sur les clientèles étrangères, donc je mets dans le chat le lien sur les fiches marché du site pro. Ouais. Voilà. Et puis, ben voilà, nous arrivons à la fin du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. On vous a partagé beaucoup d'informations. Surtout si vous souhaitez des précisions, vous retrouverez les contacts de mes collègues auprès de qui vous pourrez vous rapprocher. Voilà. Eh bien, très bonne journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir.